Bonjour à tous et bienvenue dans Dossier X. Alors si vous avez suivi un petit peu cette aventure, vous savez qu'aujourd'hui on va commencer ce deuxième numéro et on va se pencher sur un cas paranormal. Entre meurtre en série et paranormal, fantôme, hantise, démonologie, le cas de Amityville a défrayé la chronique. Vous en avez probablement entendu parler, mais aujourd'hui je vais essayer de découvrir les tenants, les aboutissements avec vous. Après m'être bien penché sur le dossier, je vais vous partager ce que j'en pense. Générique. Sur mon appareil photo, je vois cette silhouette fantomatique. It's not I don't understand. But if there's a good thing, it's frightening. Alors, le dossier Amityville commence le 13 septembre 1974. Ronald Jr. DeFeo va tuer, assassiner l'intégralité de sa famille. Son père, sa mère et ses frères et sœurs. Comment il va s'y prendre? Il va utiliser ce qu'on appelle un Marlin, un fusil de chasse à courte portée pour les assassiner. De sang-froid, il semblerait, d'après l'enquête de police. La problématique, c'est qu'autour de cette affaire de Ronald Jr., tout un ensemble de questions vont se poser par la police, par les enquêteurs des différents services, mais aussi la presse et puis le public. Comment Ronald Jr. a-t-il fait pour mettre ça en œuvre? La famille DeFeo, qui est composée donc de Ronald Sr., Louise, Ronald Jr., Mark John, Allison et Dawn, vit globalement sous l'emprise tyrannique du père, qui vit à l'italienne, figure paternelle, tout fonctionne à l'ordre dans la famille DeFeo. Malheureusement, dans cette famille, il y a souvent un petit canard, et le petit canard, c'est Ronald Jr. Il va passer ses nuits, pendant plusieurs années, dans le sous-sol de cette maison. Il est globalement rabaissé par la figure patriarcale de la famille, et il va globalement se renfermer. Pour attirer l'attention, ce jeune garçon défie l'autorité, défie l'école, où il va y vendre de la drogue, où il va en consommer. Mais aussi, il crée comme ça quelques larcènes, des vols, et notamment un vol qui va marquer en fait un petit peu toute son histoire, et on va le juger un petit peu par rapport à ça. Il accepte un travail que son père a, parce qu'il détient plusieurs concessions automobiles à l'époque. Et un soir, alors que Ronald Jr. doit ramener l'argent à la banque, il simule un braquage. L'argent disparaît. Vous imaginez bien que le père pense très rapidement que le fils a volé l'argent. La police, d'ailleurs, le suspectera aussi. Pour établir un profil de Ronald Jr., on se rend compte que c'est un pauvre garçon, rabaissé en permanence, qui va se créer un monde pour se protéger et surtout, malheureusement, pour détruire sa famille. Que s'est-il passé ce fameux soir? Le 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, avec un Marlin, Ronald Jr. abat de sang-froid sa famille. Aucun des membres de la famille ne semble s'être réveillé, d'après l'enquête policière et la forensique américaine. Personne ne s'est réveillé. Qu'est-ce qui a pu pousser Ronald Jr. à commettre une telle horreur? Ronald Jr. est alors pris d'une angoisse terrible après avoir assassiné sa famille, quitte la maison et se rend dans le bar le plus proche, où il crie, où il raconte l'horreur qui vient de se dérouler, sans mentionner le fait que c'est lui qui a tiré, mais dit simplement que sa famille a été assassinée. La police arrive très très vite sur les lieux, à quelques pas, et très rapidement va découvrir et placer Ronald Jr. en tant que suspect numéro 1. Lorsque l'enquête de police commence, le soir même
où Ronald Jr. est amené au poste, très rapidement la police va se poser toute une série de questions et malheureusement, une grande majorité de ces questions n'ont toujours pas trouvé une réponse sensée. Plusieurs points très précis. Les corps sont absolument tous allongés sur le ventre, dans la même position et les deux bras en l'air. Premier point. Deuxième point, personne n'a bougé d'un même centimètre alors que des coups de fusil ont été tirés dans des pièces relativement petites. Toutes sont des chambres. Comment expliquer que personne ne s'est réveillé? La police va faire des traces de sang, différents dépistages sur les corps, mais aucune drogue, aucun poison, absolument rien n'a été découvert dans le sang des victimes. Vous allez me dire, mais comment on sait qu'elles n'ont pas bougé? Eh bien, la police, spécialisée dans les impacts sur les corps, se rend compte que les balles qui ont perforé les victimes, puis ensuite les matelas, sont parfaitement alignées. Ce qui veut dire qu'aucun des corps n'a été déplacé. Ils ont bien été assassinés dans la position dans laquelle on les a trouvés. Autre point, aucune violence dans aucune des chambres, ce qui corrobore le fait que personne n'a bougé, personne ne s'est réveillé et aucun bruit, aucun voisin n'a entendu quoi que ce soit. Fait troublant, c'est que d'après les tests qui ont été menés par la police lors des reproductions, il est strictement inenvisageable que personne ne se soit réveillé avec des coups de feu tirés dans la même pièce. Quand il est dans la chambre des parents, il tire sur la mère, ça réveille le père. Quand il est dans la chambre des enfants, il tire sur la sœur, ça réveille l'autre sœur. Et pourtant, personne ne se réveille. Pour Ronald Jr., c'est simple. L'explication est qu'il entend des voix qui sont commanditées par la maison et qui l'ont poussé à assassiner l'intégralité de sa famille. Alors ça nous fait penser à, par exemple, l'affaire de Sam, qui est un tueur en série américain, qui, pareil, pour se défendre, va dire qu'il a entendu des voix, que son chien lui a commandité d'assassiner ses victimes. Dans le cas de Ronald Jr., la police, bien évidemment, après avoir appréhendé le suspect, va faire passer toute une batterie de tests psychologiques pour découvrir quel est le profil exact de Ronald Jr. Globalement, les psychologues sont assez unanimes. Il est psychopathe. Ce qui semble corroborer tout un ensemble d'autres tueurs en série qui, ayant été déclarés psychopathes, racontent la même histoire, avoir entendu des voix. Mais cela n'explique toujours pas comment ça se fait que la famille ne s'est pas réveillée. Son avocat, William Weber, va plaider simplement la folie, disant qu'il n'est pas responsable de ses actes. Alors, en étant déclaré psychopathe, vous êtes responsable de vos actes. La justice américaine, 1 an plus tard, va déclarer Ronald Jr. DeFeo coupable et il va devoir écoper 6 sentences de près de 25 ans de prison chacune. Ronald Jr. DeFeo va essayer plusieurs tentatives dans les semaines et mois après le verdict, avec un rappel en cours pour simplement dire qu'en fait il n'était pas seul, que sa sœur l'aurait aidé. Malheureusement, aucune preuve, aucune trace ne va dans ce sens-là. Certains experts se posent tout de même la question s'il a quand même globalement pas été aidé, ce qui pourrait peut-être expliquer le fait que certains des corps n'aient pas bougé. Peut-être qu'un deuxième complice aurait pu rendre les choses plus faciles. Malheureusement, aucune preuve irréfutable n'a été trouvée. Information très importante pour clôturer un petit peu la partie des faits, avant de se pencher sur l'autre partie de l'affaire Amityville, eh bien, c'est que ce fameux soir, là où les coups de feu ont été tirés, il semblerait que de nombreux orages aient été enregistrés. Je n'ai pas pu trouver, au gré de mes recherches, une information qui puisse valider cette information. Elle est présente dans le rapport de police, mais comme si elle était mentionnée par quelques témoins. Il n'y a pas de rapport météorologique de l'époque. Est-ce que ça pourrait expliquer le fait que personne n'ait rien entendu avec des orages explosant comme ça dans la région? D'après les tests et les reconstitutions qui ont été faites, non. Mais qui sont les Lutz? Les Lutz, globalement, c'est cette famille que vous avez déjà vue dans maintes fois de livres, de films,
au cinéma et puis à la télévision sur les fameux films Amityville. La famille Lutz reprend la maison pour une coquette somme de 80 000 $, ce qui n'est pas énorme au regard de la maison, mais ce qui représente un montant assez conséquent pour la famille Lutz. La famille Lutz aménage avec toute sa famille, Georges, Cathy et leurs 3 enfants. Un an après, le drame des DeFeo. Fait intéressant, c'est que la famille Lutz ne connaît pas le côté paranormal, le côté étrange de l'affaire qui n'a pas été relayé dans la presse à l'époque. Pas encore. Ils connaissent bien évidemment l'histoire sordide que la famille DeFeo a été assassinée par Ronald Jr., mais ne savent pas toutes les questions sous-jacentes que l'affaire a laissées en suspens. Ont-ils pu être influencés par un quelconque environnement paranormal? Peu probable, mais possible. Globalement, la famille Lutz va rester seulement 28 jours dans la maison, ce qui fait très peu. Ils auront à peine le temps d'emménager qu'ils la quitteront. Une fois arrivés dans la maison, le chien manque de se tuer en sautant par la fenêtre, l'ambiance est déjà très pesante, Cathy se sent pas bien, et puis Georges demande à un prêtre de venir nettoyer la maison. Et ça, il le fait dès le premier jour. Comme je vous le disais, ils ne sont pas forcément conscients des faits globalement logiques. Je crois que n'importe qui, après avoir acheté une telle maison, ferait de même. Je vais vous énumérer de nombreux points que la famille Lutz va raconter une fois sortie de la maison. Georges se réveille de façon très régulière vers 3h15 du matin. Information qui n'est pas disponible dans la presse. Ensuite, il évoque que de nombreuses personnes dans la famille ressentent des malaises, des vertiges. La mauvaise humeur est globalement permanente de son côté et du côté de Cathy. Ils sont à cran, les enfants, la maison. Le froid aussi dans certaines pièces de la maison est absolument insupportable. Pourtant, certaines pièces, les fenêtres fermées, ont des températures si basses qu'il est quasiment impossible de rentrer pour certains membres de la famille. Sa femme est Cathy, définitivement convaincue qu'une présence erre les observe dans la maison. Ensuite, des mouches, un peu partout, sont présentes dans la maison, dans des quantités apparemment conséquentes, même si on pourrait évoquer le fait qu'il fait très froid dans certaines zones de la maison, donc du coup les mouches pourraient se retrouver dans les zones moins froides. On est dans une période hivernale et donc du coup elles se protègent en rentrant dans les habitations. Il est envisageable de trouver des explications rationnelles, en tout cas à la présence de ces grandes mouches. Ensuite, leur petite fille parle à Jody le cochon, comme si elle avait un ami imaginaire dans cette maison. Ce qui n'est pas forcément monnaie courante chez les enfants, mais je crois, et vous le savez, que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. Les enfants sont peut-être plus réceptifs au monde de l'invisible, ou plus simplement imaginatifs. Des ombres noires sillonnent les couloirs de la maison, les encablures de portes, les près des lits, de jour comme de nuit. Ils se sentent observés. Et puis, le 14 janvier 1976, les Lutz, sans prendre leurs affaires, sans prendre aucun bagage, ni même les clés de la maison, prennent leur voiture, quittent la région et s'en vont et ne reviendront jamais dans la maison. Qu'est-ce qui a pu pousser cette famille à partir? Alors, malheureusement, on n'a pas forcément la réponse, mais je vais essayer d'évoquer le questionnement et les potentielles réponses que l'on peut avoir. L'affaire ne s'arrête pas là. Les Lutz sont contactés par les Kaplan, un groupe d'enquêteurs qui décident de mettre les pieds dans la maison. Georges et Cathy acceptent, mais à une seule condition, que ça reste totalement anonyme et que rien ne fuite. Ils ne veulent absolument pas être mêlés à tout ça. L'avocat William Weber, qui s'était occupé du cas DeFeo, va un petit peu encadrer la famille Lutz et puis les mettre au courant un petit peu de tous les dessous. Ce qu'il demande, c'est que l'avocat Weber demande à la famille Lutz de participer à une conférence de presse. Fait intéressant, quand on creuse un petit peu, il y a un journaliste, Jones, qui est contacté en fait par les Lutz pour entrer en contact avec l'avocat William Weber pour connaître un petit peu plus que s'est-il réellement passé dans la maison. Parce que les Lutz, même s'ils ne veulent pas être exposés, veulent tout de même comprendre. William Weber acceptera de les rencontrer, il donnera une explication en disant que la famille Lutz a tout inventé, que ces silhouettes noires, toutes ces choses-là qu'ils ont vues n'est simplement qu'un tissu de mensonges pour faire buzzer. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on apprend un petit peu plus tard, c'est que les Lutz ont refusé de signer pour un film ou pour un livre
alors que l'avocat était pour. Donc, est-ce qu'il y a, une tension entre cet avocat qui semble intéressé pour le côté financier de cette affaire, qu'elle peut faire grand bruit et puis vendre potentiellement l'histoire des Lutz? Ce qui est intéressant, c'est que les Lutz refusent, toujours catégoriquement. Par contre, en parallèle, ils demandent toujours à des enquêteurs de venir enquêter dans la maison pour essayer de connaître la vérité sur ce qu'ils ont vécu. Fait intéressant, dans tous ces enquêteurs qui vont enquêter dans cette maison, Hans Sulzer va découvrir, grâce au cadastre de la ville, qu'un ancien sanatorium indien aurait existé sous la maison. Alors, je dis aurait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé de preuve irréfutable de la présence de ce sanatorium. Cependant, cet enquêteur a donné l'information à la presse qui a été reprise, puis à la police. Le cadastre semble bien détenir ces informations, mais elles restent toujours confidentielles. Les raisons évoquées sont aucune. Personne n'a réussi à vraiment poser ces questions, malgré les différentes tentatives. Ce qu'on peut se poser comme question, mais s'il y a un sanatorium amérindien sous la maison, il y a forcément un passé. Et c'est ce qu'on va découvrir avec un personnage assez étrange. Mythe ou réalité, telle est la question. Mais ce fameux personnage de John Ketchum intrigue. C'est un homme qui semble être un sorcier pratiquant la magie noire et qui aurait assassiné plus d'une dizaine d'Indiens et les aurait torturés dans les sous-sols de la maison, là où il y avait à l'époque un sanatorium. Beaucoup pensent que cette histoire a été inventée, qu'elle apparaît dans le livre d'Amityville et qu'elle est totalement fictionnée. Comme je vous disais, il n'y a pas de preuve irréfutable de l'existence de ce sanatorium, donc le doute est absolument permis. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Et on va dire même qu'elle va prendre une ampleur internationale avec l'arrivée des Warren, ce fameux groupe de chasseurs de fantômes et démonologues qui va enquêter à Amityville. Qu'est-ce que les Warren vont découvrir? Et bon, Lorraine, qui est médium, ressent des présences néfastes, très mauvaises dans la maison. Mais aucune preuve vidéo ou contre-preuve n'apparaîtra dans leur enquête. Rien, en tout cas dans les caméras des journalistes. Sauf un petit détail qui va faire grand bruit, qui est une photo étrange. Je vais vous expliquer comment cette photo étrange a été prise. Vous voyez ici, à cette encavure de porte, on voit cette figure avec ses deux yeux très brillants qui observent. Les Warren ont disposé d'un appareil photo, un Téramor, sur un pied qui déclenche régulièrement, toutes les 5, 10, 15 secondes, comme ça, dans le vent, en espérant prendre une photo d'un spectre ou d'une entité. On voit très clairement sur cette photo on voit vraiment une silhouette, certains diront fantomatique, d'autres humaine. Moi, j'ai eu la possibilité d'enquêter pendant de très nombreuses années sur ce genre de cas. Et je pense notamment à la photo de l'abbaye de Mortemer, que vous voyez, que l'on a pu reproduire de façon très simple. Cette photo que vous voyez est totalement à plat, on voit bien que c'est un jeu de lumière sur la face murale. Pour le cas de la photo Lutz, nous sommes dans une autre configuration. Et moi, ce qui me permet de douter de l'authenticité de cette photo, c'est ces deux yeux. Les deux yeux réfractent la lumière comme si le flash avait pris l'infrarouge dans les yeux. Et globalement, on a l'impression de prendre la photo d'un humain qui est simplement à l'encadrure de la porte. C'est la seule et unique photo qui a été prise, étrange, d'Amityville. Ça soulève tout un tas de questions. Est-ce que ça a été commandité par les Warren, si c'est un faux? Est-ce que ça a été commandité par les journalistes qui suivaient les Warren? Ce qui est probable, plus probable que les Warren, dans le sens où on sait très bien que la presse, les journaux aiment vendre des tabloïds, et puis alors vendre une photo, c'est le carton absolu. Ce sont des millions de tirages qui partiront. Est-ce que c'est possible que ce soit Bart, l'un des journalistes, qui se soit mis accroupi et qui apparaisse sur cette photo? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, c'est que cette photo ne convainc pas de l'existence des fantômes. Les témoignages sont, du moins, plus intéressants à écouter. On va arriver tout doucement à la conclusion de cette vidéo et différents faits divers suivis de toute cette affaire autour d'Amityville rajoutent un cachet de mystère absolument absolu. Quelques mois plus tard, George et Cathy Lutz acceptent de passer le polygraphe, qui est le détecteur de mensonges. Fait qui est extrêmement difficile, voire quasiment impossible à réaliser. Ils sont suivis par Chris Gegas, qui j'ai été vérifié, qui est effectivement un mec super calé, dont c'est sa spécialité, le détecteur de mensonges, et les blanchit tous les deux. Tout ce qu'ils ont vu, raconté,
est absolument vrai. Ils n'ont pas menti. Vous allez me dire là dans les commentaires, mais oui, mais c'est possible de tricher. Alors, la télévision, les films vous donnent l'impression que c'est possible de tricher, mais rares sont les cas de personnes qui ont pu tricher. En règle générale, ce sont les psychopathes. Quelqu'un comme Ronald Junior DeFeo serait plus capable de tricher vis-à-vis du polygraphe. Georges et Cathy ne sont pas déclarés comme psychopathes. Et donc il semblerait qu'ils n'aient pas les capacités, sauf s'ils disent la vérité. Je vais rajouter une autre information, avant de nous poser les dernières questions sur cette affaire. Je me suis penché sur l'un des fils, parce que la famille Lutz a quitté, n'est jamais revenue, habite en Californie. La famille a un petit peu explosé, et l'un des fils de la famille Lutz a vécu globalement un calvaire. Vous imaginez bien, quand vous êtes aussi populaire, avec une affaire aussi sordide, vous changez de nom, vous essayez de changer de vie, vous avez envie qu'on vous foute la paix. La presse a sûrement essayé à des centaines de reprises d'avoir des interviews, des discussions, les gens autour. Et le fils DeFeo nous raconte de façon assez triste, dans le dernier documentaire qui a été produit sur Amityville, que j'ai eu la chance de voir, que sa vie a été misérable, qu'il a été détruit, ils n'ont jamais gagné d'argent sur toute cette affaire, rien n'a été gagné. Comment il a fait pour survivre en fait? Il s'est mis un mur autour de lui, essayer de se protéger, et il raconte que son père et sa mère pratiquaient la magie noire, étaient totalement au courant de ce qui se passait dans la maison, et étaient venus dans la maison pour y pratiquer certaines choses. Il ne rentrera pas dans plus de détails, souhaitant garder ces informations pour lui et tourner la page, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne portait pas dans son cœur son père et sa mère, surtout son père. Est-ce que Georges, caché derrière ce visage un peu rondouillard, sympathique, était quelqu'un qui pratiquait l'occulte, l'ésotérique? En tout cas, d'après leur fils, la réponse est là. Oui, c'est un fait pour leur fils. D'un point de vue enquête, journaliste, il n'y a pas plus de preuves que cela, simplement le témoignage de son fils. Je ne sais pas quoi penser de toute cette affaire, mais une chose est sûre, c'est que c'est probablement l'une des affaires les plus compliquées, parce qu'elle y mêle un meurtre, un multimeurtre, avec la police, avec de nombreux, parties prenantes sur cette affaire. On entendra encore parler d'Amityville. Pour conclure, on va se poser quelques questions ensemble. Et vous avez la possibilité, dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Si c'est vrai, argumentez. Si c'est faux, argumentez. Qu'est-ce que vous pensez du cas DeFeo, du cas de la famille Lutz? Est-ce que vous pensez qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils en ont rajouté? Sachant qu'aucun n'y a rien gagné au final, pas d'argent. Ce sont des personnes externes qui ont gagné de l'argent sur les droits qui ont été vendus dans les films et sur les livres. La question que je me pose, qui me trotte en tête, depuis que je me suis penché sur cette affaire, c'est le cas Lutz. Comment une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, a une société qui fonctionne, mais ils ont un petit peu d'argent, achète une maison? 80 000, c'est pas cher, mais c'est beaucoup pour eux. Ils y vivent 28 jours, plaquent tout, ne revendent même pas la maison, ne s'occupent absolument de rien, ne prennent pas leurs meubles, leurs affaires, rien du tout. Comment, en 28 jours, des gens qui semblent sains ont tout plaqué? Est-ce que vous pensez une seule seconde que ces gens, s'ils étaient si sains, en tout cas d'après les rapports d'enquête, les journalistes, auraient tout misé sur une histoire de fantôme, sans vraiment savoir les répercussions? Je doute. Soit la famille Lutz est totalement, je dirais, ignarde, c'est-à-dire elle a vraiment vécu ça, et aujourd'hui c'est un drame absolu pour eux, soit, comme dit leur fils, ils sont venus dans cette maison parce qu'ils voulaient y pratiquer des séances de magie noire. Personne n'a la réponse. Si vous, en tout cas, chez vous, décidez d'enquêter, d'approfondir cette affaire, vous êtes les bienvenus à partager dans les commentaires ce que vous en pensez et les informations que vous allez découvrir. J'ai sûrement omis des choses durant cette vidéo pour essayer de la faire relativement courte et vous donner les premières pistes pour aller enquêter vous-même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la frontière avec l'existence des fantômes et ces meurtres abominables dans cette affaire n'existe pas. Tout se chevauche, tout se mélange, et au final, tout influence l'un et l'autre. Les fantômes de DeFeo sont les fantômes des Lutz. Les morts DeFeo ont probablement aussi hanté la famille Lutz. En tout cas, voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette enquête sur le cas d'Amityville vous a plu. Je vous invite à vous retrouver la semaine prochaine, mais avant ça, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour
pour recevoir les notifications, de vous abonner, de mettre un commentaire et surtout de partager en masse pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se posent des questions. Voilà, Dossier X aujourd'hui s'arrête et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. À très vite et vivement le débat pour en débattre. Merci.